Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de Jean Collin, aussi appelé le chevalier aux yeux crevés et mondialement connu grâce à un jeu tiré de son infortune, Colin Maillard. Je tire cette anecdote de la série aux armes d'Épinal numéro 173, datée de 1895 et disponible en libre consultation sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Bien entendu, il y a à prendre et à laisser dans cette histoire qui nous vient tout droit du Moyen-Âge. Car entre le moment où le fameux Jean Collin est mort et aujourd'hui, l'histoire s'est entremêlée aux contes et autres légendes populaires. Mais au final, c'est aussi cela qui fait son charme. Celle-ci débute en 966. Jean Collin est né de parents nobles et fortunés. Son enfance est agréable. Il vit à Huy, près de Liège, dans un confortable domaine familial. Il est bon camarade et aime profiter de la vie avec ses amis. Avec l'adolescence viennent les premières conquêtes féminines, et il faut dire que le gaillard a de sérieux atouts. C'est un bel homme, et pour ne rien gâcher, il est grand et fort. Robuste comme un chêne, il toise tout le monde d'au moins 2 têtes. Pour autant, il demeure très humble, extrêmement serviable et toujours prêt à rendre service. D'ailleurs, peut-être un peu trop, car à la mort de ses parents, il hérite de la fortune familiale et celle-ci s'évapore très rapidement. Ici, on évoque un train de vie trop dispendieux, là on évoque de mauvais investissements, mais à la vérité, il semble que de nombreuses personnes de son entourage aient un peu trop profité de sa générosité. Fervent catholique, il fera de nombreux dons à l'évêché de Liège. Toujours est-il qu'à l'âge de 30 ans, il se retrouve complètement ruiné. Sans le sou, il se refuse à solliciter de l'aide auprès de sa famille, sans doute par fierté. Il intègre une compagnie de bâtisseurs et y apprend le dur métier de maçon. Un métier certes difficile, mais qui lui convient très bien. Comme c'est une force de la nature, déplacer des pierres et manier le maillet ne lui pose aucun problème. Pendant plus de 2 ans, il exercera cette profession avec un sérieux qui lui vaut le respect de ses compagnons. Malheureusement, son destin va prendre un dangereux tournant en 998. Cette année-là, le terrible Lambert Ier, dit le Barbu, a des vues sur Liège. Lui et son frère Régnier IV ont souffert des ambitions d'Othon II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Ils ont été chassés de leurs terres dans leur jeunesse et se sont réfugiés à la cour du roi des Francs, Lothaire. Défaits de leur héritage paternel, c'est-à-dire le comté de Mons pour Régnier IV et le comté de Louvain pour Lambert Ier, ils n'ont qu'une idée en tête, récupérer leurs biens. Charles, le frère de Lothaire, mène donc une opération militaire pour récupérer ces territoires et les restituer à qui de droit. Mais dans cette affaire, c'est un coup de billard à 3 bandes. Charles veut surtout affaiblir son frère en rompant les relations diplomatiques avec la maison d'Ardenne, très puissante en Lotharingie. En effet, la maison d'Ardenne, même si elle est dévouée à Othon II, n'en demeure pas moins très diplomate avec Lothaire et joue le rôle de modérateur au cœur de ces territoires très convoités. Les affrontements sont d'une violence inouïe et les pertes dans les 2 camps sont effroyables. Charles met en difficulté la puissante armée de l'empereur Othon II. Dans un souci d'apaisement, ce dernier restitue les terres aux 2 frangins. Mais ces 2-là, ce sont des teigneux. Ils ne lâchent rien. Fin stratège, Othon II a fait de la ville de Liège une principauté en 980. Ainsi, elle agit comme une zone tampon entre lui et l'ambitieux roi des Francs. Et qui de mieux que l'évêque Notger, un fidèle proche de la famille othonienne, pour devenir le premier prince-évêque de cette toute nouvelle principauté. Effectivement, un évêque, ça se respecte et on ne l'attaque pas comme ça sans raison. Sauf que Lambert Ier n'en a rien à secouer de l'évêque. Il n'a qu'une seule envie,
conquérir la riche ville de Liège qui est à 2 pas de chez lui. D'autant plus que sous le règne de Notger, la principauté de Liège se développe de plus en plus et devient de plus en plus influente. La ville de Huy, celle-là même où est né Jean Collin, passe sous la bannière du prince-évêque en 985. Jean Collin, lui, de tout ça, il s'en contrefiche. Il est débordé de boulot. Alors ces histoires politiques, ça lui passe par-dessus l'épaule. L'évêque réalise de grands travaux, érige des murailles et consolide les fortifications pour que sa principauté soit imprenable. Alors du coup, Jean Collin, lui, il a plein de boulot. Logiquement, Jean Collin fait allégeance au prince-évêque Notger, et quand Lambert Ier, dit le barbu, envisage de conquérir la ville, il trouve ça scandaleux. Ni une ni deux, il balance sa truelle pour s'enrôler dans l'armée de Notger. Seulement, il n'y a pas suffisamment d'armes pour tout le monde. « Et alors, où est le problème ?» dit Jean Collin. « J'ai mon maillet avec moi. » Le maillet, autrement dit le marteau des maçons, est en effet un outil dangereux. Ça vous explose un crâne comme pour rire. Le champ de bataille se déroule dans les plaines de Liège. Et dès le début de l'engagement, on voit un type qui sort clairement du lot. Déjà parce qu'il est plus grand que les autres, et ensuite parce qu'il fait tournoyer son maillet comme un fou furieux. Les masses, les lances, les hallebardes, les haches et les épées ennemies ne font pas le poids face au maillet de Collin. À chaque fois que son bras retombe, un cadavre au crâne explosé vient mordre la poussière. Enfin, mordre, c'est une expression, car généralement le crâne n'a plus de dents, il n'y a plus rien, tout est explosé. Avec sa grande allure et sa frénésie au combat, il exalte les soldats liégeois et terrorise les troupes de Lambert Ier. Mieux encore, c'est lui qui ouvre des brèches dans les défenses ennemies qui ne savent plus où donner de la tête. Les soldats liégeois crient « Suivez Collin le maillard !» Maillard signifiant, vous l'aurez compris, celui qui manie le maillet. Tel le dieu Thor, Collin fait tournoyer son maillet au-dessus de sa tête et fracasse ses adversaires. Il a une telle dextérité que quasiment tous ses coups vont droit au but. Lambert Ier assiste impuissant à la débâcle de ses soldats qui hurlent en se sauvant « Que Dieu me secourt, que ce maillard est fort !» Le problème pour Lambert Ier, c'est que le forcené se dirige vers lui avec une incoercible détermination. Lambert Ier ne se démonte pas et comprend que s'il terrasse ce géant, l'issue de la bataille pourrait lui être favorable. En effet, cet homme semble investi d'une force divine qui a le don de galvaniser les troupes liégeoises. Un coup d'épée dans le cœur démontrerait que Dieu est du côté du comte de Louvain et non pas du côté de ses usurpateurs. Pas de bol pour le barbu, il manque d'y passer et ne doit sa survie qu'à la robustesse de son armure. Sérieusement blessé par un coup de maillet au bras, il est extirpé in extremis du champ de bataille par ses hommes. Lambert Ier doit se rendre à l'évidence, c'est un véritable carnage. Il a perdu plus de 20 000 hommes au combat, là où les Liégeois n'en ont perdu qu'1 millier. Il fait sonner la retraite et rentre chez lui, la queue entre les jambes. La légende de Collin, dit le Maillard, vient de naître. Le prince-évêque a bien évidemment assisté au déroulement des combats, et après la bataille, il convoque cet étrange énergumène, devenu le héros du jour. Jean Collin arrive à la tente de Notger, complètement ensanglanté avec son compagnon de lutte, son redoutable et fidèle maillet. Notger lui dit « Qui es-tu, toi qui, sans armes ni armure, a combattu les épées tranchantes avec un outil de travail plus funeste à mes adversaires que les lances de mes chevaliers. » Avec beaucoup d'humilité, Jean Collin répond « Je m'appelle Jean Collin, et si avec ce pauvre instrument j'ai mis bas quelques ennemis, c'est que Dieu a guidé mon bras et que votre cause était juste. » Magnanime, le prince-évêque Notger déclare solennellement « Jean Collin, tu es un brave homme. Pour récompenser ton courage et ta modestie, je te fais baron, prévôt de ma cité, et je te donne pour femme la fille du seigneur Arnould de Seille, ici présent.
Bon sang de bonsoir, c'est la classe à Dallas. Tu deviens noble et t'as une gonzesse en cadeau bonus. Ça valait le coup d'exploser quelques crânes. D'autant plus que la jeune en question est super bien gaulée. C'est un canon laser. En sortant de la tente, il est acclamé par les troupes qui scandent son nom. Du côté de la France, il y a eu pas mal de changements. Lothaire est mort en 986 et a cédé son trône à Louis V, dit le Fainéant. Il n'a régné qu'une année et 2 mois, remplacé par Hugues Capet, qui a ainsi éteint la dynastie carolingienne, apparue sous Charles Martel et son petit-fils Charlemagne. Hugues Capet règne 9 ans, jusqu'en 996, et c'est son fils, Robert II le Pieux, qui lui succède. La dynastie capétienne est donc lancée. Pour faire simple, les Capétiens s'entendent plutôt bien avec les Ottoniens. Pour calmer le jeu, Hugues Capet a voulu comme épouse pour son fils Rozzala d'Italie, comtesse de Flandre, dont l'ascendance vient directement du Saint-Empire romain germanique. Pour la petite histoire entre nous, Robert II le Pieux ne sera pas super chaud. Elle a 35 ans et lui, il en a 19. Bref, il lui préfère une cousine, Berthe de Bourgogne, qui est une véritable turbine au lit. Il en est fou, le Robert. Mais bon, comme c'est une cousine, c'est compliqué d'un point de vue religieux. Bon, il se marie tout de même en 996, même si le pape n'est pas content du tout. Quand surviennent les événements de Liège, bon, c'est pour lui un épisode sans importance. Une querelle de clocher, quoi. Sans réel enjeu. Lui, il a d'autres chats à fouetter. Outre ses déboires conjugaux, il doit gérer le bug de l'an 1000. En effet, la populace, un tantinet débile, a peur que le passage à l'an 1000 se transforme en fin du monde. Des moines illuminés répandent cette rumeur et c'est un peu le bordel partout. Toutefois, dans ce brouhaha, il a écho de ce haut fait guerrier et félicite en personne Jean Collin, le surnommant affectueusement le Grand Maillard. Le terme restera et tout le monde appellera Jean Collin le Maillard. Les années passent, sans encombre pour désormais celui qu'on surnomme Collin Maillard. Ouais, c'est un petit raccourci, donc c'est un peu mieux à dire. Il a une bonne situation, il a une belle gonzesse, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. À chaque fois que Liège est menacé, notre gaillard ressort son bon vieux maillet des familles et va fracasser quelques crânes. Comme maintenant il a le droit à une armure et à un casque, il est encore plus redoutable, limite invincible. Sa légende ne fait qu'enfler. On raconte le soir dans les chaumières les exploits de cet intrépide guerrier qui, dit-on, mesure 10 pieds, soit pas loin de 3 mètres. 3 mètres, rendez-vous compte. Bon, la hauteur de 3 mètres, c'est quand l'histoire arrive près de Marseille. Bon, au niveau de Paris, il fait encore 2 mètres, et en réalité, il est juste plus grand que la moyenne. Il devait faire dans les 1,80 m, ce qui était plutôt rare à cette époque. Malheureusement, en l'an de grâce 1015, c'est la revanche du comte de Louvain. Lambert Ier n'en a pas terminé avec Liège. Bah ouais, je vous avais dit que c'était un teigneux le gars. Il ne lâche rien. Cette fois, Lambert Ier a élaboré un plan machiavélique. Il demande au plus habile de ses archers de viser la tête de Colin-Maillard, et notamment les yeux. Lors du combat, une fois encore, Colin-Maillard exalte son armée. Il explose les crânes comme un adolescent perçant ses boutons d'acné. Lambert Ier le laisse s'approcher de sa tente. C'est un piège. C'est évident. Colin-Maillard vient pour achever le travail. C'est un maçon. Il a posé la première pierre en blessant grièvement le seigneur ennemi. Il va vouloir signer l'achèvement des travaux avec l'architecte en tuant Lambert Ier. Lorsque Colin-Maillard est à bonne distance, le redoutable archer décoche sa première flèche. Elle va directement dans l'œil gauche de Colin-Maillard. Le titan est désarçonné, mais il ne tombe pas. De rage, il arrache la flèche et exhorte encore plus ses soldats. « Rien à secouer d'avoir un œil en moins, j'en ai encore un autre. Ça va juste être un peu chiant pour voir en 3D. » aurait-il pu dire. Pas de chance pour lui. L'archer lui envoie une seconde flèche qui va droit au but.
c'est-à-dire l'autre œil. Cette fois, Colin Maillard est aveugle. Pour autant, il continue de se battre, persuadé d'être habité par Dieu. Et dans un premier temps, ça marche plus ou moins, il parvient à mettre au sol plusieurs adversaires. Mais le temps faisant et le sang se vidant, il a de moins en moins de force, il est de moins en moins rapide, ses coups deviennent prévisibles, et les soldats de Louvain commencent à en rire. Ils l'appellent pour l'éloigner de ses frères d'armes, et notre géant se retrouve isolé du reste de ses hommes. Un jeu cruel se déroule alors. Les soldats de Lambert Ier jouent avec cet homme aveugle qui frappe dans le vide. Chacun le provoque et s'écarte immédiatement de l'endroit. Colin Maillard s'épuise dans ses vaines poursuites avant d'être achevé sans pitié par les soldats de Lambert Ier. Pourtant, ce jour-là, Liège ne tomba pas dans l'escarcelle du comte de Louvain. Une fois encore, ses troupes furent mises en déroute. Les frères d'armes de Colin Maillard, apprenant la nouvelle, crièrent « Vengeance !» On venait sournoisement de tuer leur héros. La mort du géant Colin Maillard n'allait que renforcer sa légende. Son histoire fut contée aux enfants, mais aussi aux soldats pendant des siècles. Une chanson de geste, écrite au XIVe siècle par Jean d'Outremeuse, rend hommage à ce valeureux soldat. En 1641, Laurent Mélard, dans son Histoire de la ville et du château de Huy, a repris à son tour l'épopée de Colin Maillard. Bien évidemment, le jeu Colin Maillard est un hommage très lointain à cette mésaventure. Toutefois, de nombreux historiens remettent en cause cette histoire, lui attribuant plutôt le titre de conte ou de légende venu du Moyen-Âge. Pour ma part, je trouve que le combat du chevalier aux yeux crevés est épique. Même si personne ne peut nous dire si elle est véridique, je lui accorde le bénéfice du doute. La moralité de cette affaire, c'est que la prochaine fois que vous voyez des gamins brailler en jouant à Colin Maillard dans un parc public, alors que vous, de votre côté, vous aspirez à plus de tranquillité, allez les voir, ces gamins, et dites-leur que le vrai jeu se joue en crevant les yeux d'un des participants. Nul doute qu'ils ne vous incommoderont plus. Bon, par contre, je ne vous le cache pas, vous risquez d'avoir des problèmes avec leurs parents, voire la maréchaussée, mais ça c'est une autre histoire. En tout état de cause, j'espère que cette épopée vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.